si vous n'investissez pas dans les machines et dans la formation des femmes et des hommes, on mourra. On ne sera pas compétitif. Comprenez-moi, ce n'est pas un choix, ce que je suis en train de vous expliquer. C'est une obligation. C'est ça ou on ferme. Ceux d'entre vous qui sont tous les jours au contact des entreprises en région ont un rôle absolument essentiel à jouer pour identifier celles qui peuvent être candidates à l'export et pour les orienter vers les dispositifs d'accompagnement adéquats. En tout cas, je voulais vous dire que le combat que vous menez, c'est peut-être l'un des combats les plus essentiels pour la puissance économique française, pour l'emploi en France, pour le rayonnement de notre pays et donc pour notre nation tout entière qui compte sur votre volonté et sur votre engagement. Ça veut dire que quand vous êtes en véhicule électrique, en fait, vous stationnez devant une borne. Le cœur de mon travail, c'est pour et au service des PME françaises. Ce qu'il faut aussi, et vraiment c'est un de mes soucis, c'est que Parkeon puisse travailler avec Deco, puisse travailler avec Veolia et que tout ce qui est service à la ville, tout ça soit regroupé dans un cluster, dans une filière commune à l'export. Parce que lui, il ne peut pas démultiplier des vendeurs, ça coûte très cher. Par contre, il peut s'appuyer, on doit pouvoir arriver à vendre ensemble la totalité des produits. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les exportateurs et futurs exportateurs, bienvenue aux Assises de l'export. Alors, gagner la bataille de l'export, c'est ça où on ferme pour le président de la République. C'est un des combats les plus essentiels pour le Premier ministre. Quant à vous, Pierre Lellouche, bonjour. Vous êtes en charge au gouvernement de redresser un commerce extérieur français lourdement déficitaire, défaillant. La France n'est qu'au 6e rang des nations exportatrices, derrière la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, et nous sommes même devancés par les Pays-Bas. C'est donc aux entreprises de se battre pour gagner des marchés. Vous, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il reste tout à faire. D'abord, bonjour à vous tous. Je suis très très heureux que, malgré les problèmes de transport aujourd'hui, vous soyez si nombreux à ces assises de l'export. Et je veux remercier les organisateurs, Classe et Sport, mon équipe, les gens du Bifrance, enfin tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette réunion. C'est une réunion importante où on va essayer de faire le point du travail qui nous reste à faire ensemble. Bon, je suis membre d'un gouvernement, vous ne m'empêcherez pas, je pense qu'il n'est pas complètement anormal que je vous parle, avant de rentrer dans les détails des mesures ou des choses qu'on essaye de faire, que je vous parle un petit peu politique. Il s'est passé ce week-end quelque chose d'important, puisque un parti de gouvernement qui aspire à prendre en main les destinées de la France dans quelques mois a conduit un exercice démocratique interne, d'ailleurs très intéressant, et que, pour ma part, j'ai trouvé très positif. Quand on est dans l'opposition, c'est une très bonne façon de désigner un candidat à l'élection présidentielle. J'ai été frappé par les résultats de ce sondage grandeur nature. Parce que sur les 2 millions ou 2,5 millions de personnes qui ont participé, et sur les 6 candidats présentés, celui qui parlait du monde réel a fait 5%. Celui qui vend des illusions a fait 17%. Et est aujourd'hui faiseur de roi. C'est très intéressant le thème de la démondialisation parce que c'est très exactement l'inverse du monde réel dans lequel nous sommes plongés. La démondialisation, ça sous-entend qu'il est possible de sortir du monde réel. Que la France subit quelque chose, une sorte de punition, et que si on parvenait à fermer les frontières, eh bien, ça s'arrangerait. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à lire le livre d'Arnaud Montebourg. Moi, je l'ai lu, je l'ai annoté, et pour vous dire la vérité, je suis en train de préparer une réponse. C'est un vrai sujet. Que dans un pays comme la France, où 7 millions d'emplois, alors je sais bien qu'il y a 5 millions de fonctionnaires, mais 7 millions d'emplois marchands dépendent de l'export, où des pans entiers de notre économie, et ça va de la haute technologie jusqu'à l'agriculture, dépendent de l'export, que l'on puisse dire que la solution, c'est la fermeture des frontières,
est quelque chose d'extraordinairement intéressant, grave, bien sûr, mais intéressant. Et je pense qu'il nous faut méditer là-dessus, travailler là-dessus, car quel est notre problème? Et je vais faire très court. Nous allons parler au travers de 5 entreprises de la mondialisation. On va y venir, mais je voudrais vous dire ceci, et vous le savez, vous dirigez des entreprises. Le problème de la France, ce n'est pas la demande mondiale de produits français. La demande mondiale, elle est très forte. Elle est entre 6 et 14% suivant les pays. Dans ma propre circonscription à Paris, aux Galeries Lafayette et au Printemps, la moitié du chiffre d'affaires aujourd'hui, ce sont des clients chinois. Les étiquettes de beurre, de fromage, de vêtements sont écrites en chinois. Donc, c'est dire si là où on sait vendre, là où il y a une marque, là où il y a des produits, on peut créer de la richesse, créer de l'emploi. Et utiliser la croissance, l'entrée sur le marché de la production de 2 milliards d'êtres humains pour développer l'emploi de notre pays. C'est ça le sens. On va commencer par... Et donc, juste un mot, si la demande mondiale existe, à nous de faire en sorte que l'offre française soit au rendez-vous. C'est ça le but de cette réunion. Comment faire en sorte que nos PME, celles qui ont quelque chose à vendre, soient identifiées, renforcées et accompagnées à l'export. Voilà le but de ces assises, voilà tout le but de la politique que nous essayons de mener. Alors nous allons examiner justement le cas de 5 entreprises françaises exportatrices. Et la première, c'est l'entreprise d'ameublement Gauthier en Vendée. Dans le site où vous êtes, qui est le site de la marque, notre vaisseau amiral, nous avons plus d'1 travailleur sur 2 qui travaille pour l'export. On a aujourd'hui une vraie responsabilité sociale dans notre territoire. On a 900 familles à nourrir, j'en suis conscient. Il ne faut pas se lever tous les matins avec ça en tête. Mais en tout cas, il faut l'avoir en tête pour éviter de faire des erreurs. Le VIE, c'est une base de données CiviWeb sur Internet qui a aujourd'hui recèle de plus de 4000 candidatures de jeunes extraordinaires. Moi, j'ai été souvent bluffé. Nous sommes rendus au 6e VIE. Les 3 premiers sont déjà embauchés. Et pour nous, c'est dans l'esprit toujours de trouver des nouveaux collaborateurs qui sont red dingues d'un pays ou qui, en tout cas, sont très fiers de représenter la France dans ces pays-là. On exporte aussi parce qu'on est compétitif. Il faut bien sûr créer, il faut être innovant, mais c'est vrai qu'il faut aussi être compétitif. Et on a su investir dans les hommes et dans les outils pour le rester malgré les années de crise. Alors, monsieur le ministre, on exporte parce qu'on est collectif, hein, dit l'entreprise. Alors, vous avez beaucoup milité, évangélisé là depuis quelques mois pour créer une espèce de suite, si on peut dire, à l'équipe de France de l'exportation, en créant une charte. Quelle est votre stratégie par rapport à cette charte? Je crois qu'il nous faut faire 2 choses. Au niveau de la demande mondiale, on commence à avoir une équipe à l'international qui fonctionne bien. Entre UbiFrance, nos ambassades, nos postes d'expansion économique, les chambres de commerce, on arrive à travailler de mieux en mieux. Et je vais vous dire, on va ouvrir des délégations de services publics dans toute une série de pays à des chambres de commerce. Donc l'État, qui a déjà privatisé sa force de vente à l'étranger, parce que UbiFrance, ça fonctionne comme une entreprise privée avec des vendeurs qui sont... j'allais dire, qui ont des objectifs chiffrés, une vraie révolution dans l'administration française que nous avons faite cette année. L'État va s'appuyer de plus en plus sur les chambres de commerce. Ça, c'est le réseau à l'international. Et je prétends que l'anticipation de la demande, la connaissance de la demande commence à être très professionnelle. De même que la capacité de notre système d'accompagner 20 000 entreprises par an à l'étranger avec un taux de business conclu qui est de l'ordre de 30%. C'est-à-dire qu'une entreprise sur 3 que nous accompagnons à l'étranger va faire du business dans le pays concerné. Et ça, on commence à avoir un système qui est vraiment professionnel.
Là où nous avons un vrai sujet, c'est dans l'offre en région, c'est-à-dire au plus près des entreprises. Et en gros, il y a deux sortes de problèmes. Le premier problème, c'est que beaucoup de nos sociétés beaucoup de nos entreprises sont petites et bien souvent n'ont pas la force de frappe financière pour grandir, innover et aller tenter l'aventure de l'export. Et donc, il faut que nous soyons capables, au niveau de chaque région, d'offrir à nos PME les moyens de tenter l'aventure. D'où l'idée de construire dans chaque région une équipe de France de l'export, de donner aux chefs d'entreprise tous les moyens qui leur permettent de tenter l'aventure. C'est l'idée du guichet unique, mieux encore de la maison de l'export région par région. Pour l'instant, en France, il n'en existe qu'une, à Lille. J'ai signé 4 chartes, il y en a 8 autres dans 8 autres régions, et j'espère, d'ici la fin de l'année, on aura donc commencé un travail d'émulation, presque d'évangélisation. Au fond, on est en train d'essayer de faire ce que les Allemands font naturellement dans les Länder, avoir des équipes régionales capables d'amener les PME sur des marchés. L'autre chose qu'il faut faire, c'est d'organiser l'offre française en filière, en cluster, de sorte qu'on soit au plus près de la demande. Je vous donne un exemple. Demain, j'accompagnerai une centaine d'entreprises en Libye. C'est un voyage important puisque nous allons aider à reconstruire un pays que nous avons aidé à libérer. Nous avons travaillé avec les autorités libyennes depuis plusieurs semaines pour que nous allions là où ils ont des priorités immédiates, qui sont, par exemple, l'énergie, les communications, la santé, les infrastructures. Et j'ai demandé à ce que les grands groupes et les PME soient organisés en filière, secteur par secteur. Donc il faut faire 2 choses. Monter l'équipe de France en région, c'est le but des chartes, avec l'ensemble des participants, COFAS, OSEO, UbiFrance, services de l'État, région. Et j'ai vu tous les patrons de région. Chambre de commerce régionale. Il faut que tout le monde, quel que soit le bord politique, vraiment, ce n'est pas le sujet, que tout le monde participe à aider nos PME à l'export. C'est là la principale priorité pour notre pays. La deuxième, c'est de mieux faire travailler les grands groupes et les PME, mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. Alors là, on va aller en Auvergne. Je vous invite à regarder notre deuxième vidéo. C'est l'entreprise 3i Nature. Elle fait des extraits naturels de plantes et elle se trouve en Auvergne. Nous avions la volonté d'aller sur l'export et de faire croître notre chiffre d'affaires sur l'export. Et on avait eu déjà une réflexion interne sur comment aborder ces marchés-là. Et puis, au cours de cette réflexion, nous avons été contactés par la Directe qui nous a proposé le guichet unique. Autour de la table, il y avait des personnes des douanes, il y avait des personnes du Bifrance, des personnes de la COFAS, des personnes d'OSEO. Et en fait, toutes ces personnes nous ont expliqué ce qu'elles pouvaient nous amener en termes d'aide et support pour notre démarche export. Je crois que c'est tellement complexe qu'on est obligé de passer par des gens qui connaissent, par des professionnels. Alors on peut toujours réinventer la roue dans son coin, mais la roue elle risque d'être carrée au début et elle roulera bien moins. Alors que si on passe par des gens qui connaissent et qui peuvent vous aiguiller, eh ben, le chemin se fera beaucoup plus facilement. Nous sommes l'un des premiers à bénéficier de cette aide de guichet unique, donc il faut que le système évidemment se rôde. Par contre, nous avons joué le jeu d'être le cobaye de façon tout à fait positive et tout à fait enthousiaste, parce que quand des structures avec des moyens viennent aider une PME, c'est toujours bon à prendre. Alors OSEO, UbiFrance, la COFAS, chacun joue son rôle dans l'exportation. Vianney Chalut, bonjour, vous êtes chef d'entreprise et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, donc du Havre, pardon, les chambres françaises du commerce et d'industrie. À travers vous, si vous voulez, vous êtes un peu la maison de l'exportation, quoi. Bah oui. Ça marche, hein. Oui, ça marche. Oui, oui, c'est évident qu'on est la maison de l'exportation. Un de nos métiers de chambre, c'est d'être réducteur de complexité pour les 2 millions d'entreprises qu'on représente. Nous sommes des acteurs de proximité parce qu'on a 122 chambres en France et 107 à l'étranger.
et nous aidons les entreprises tout au long de leur vie, de la création à la transmission, le développement, l'innovation, la formation, etc. Et bien sûr l'international. Parce que l'international, pour une PME aujourd'hui, si elle ne se met pas à l'international, c'est une question de survie pour elle. Dans les 10 ans qui viennent, il n'y aura pas de croissance hors international. Donc il est évident que nous, Chambres, on va se consacrer toutes nos forces sur ce sujet. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? On détecte les entreprises, les néos, les gens qui... On les a vus en innovation, ils ont quelque chose à vendre, on va leur dire allez international. Donc on les détecte, on leur fait des diagnostics. À certaines, on les empêche d'y aller. Si elles ne sont pas prêtes, ça ne sert à rien de les envoyer au plein milieu de la Chine. Et donc, on les aide un peu différemment. On les aide aussi en import et en export, c'est-à-dire qu'on les aide à se sourcer à l'extérieur, parce que pour bien exporter, c'est le modèle allemand, il faut savoir aussi bien importer pour avoir des produits compétitifs. Combien d'entreprises vous pensez devoir détecter dans les prochains mois? On en a fait 3000 ou 4000 l'année dernière, en néo, je veux dire. Donc ça, c'est un bon rythme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi mettre nos efforts sur celles qui ont un vrai potentiel. Et donc là, on va faire des efforts, on va s'engager avec eux pour 3-4 ans, des contrats de 3-4 ans où on va les suivre, les coacher, les amener partout en journée pays. Et aussi, ce qu'on fait aussi, qui est très important, on les apprend à chasser en meute. C'est des clubs, on fait des clubs, par exemple le club Chine, le club Inde, etc. Ils se réunissent entre elles, en région, et ils s'entraident. Moi, je prends mon exemple. Quand j'ai ouvert mon bureau en Asie, mon premier bureau en Asie en 1985 à Hong Kong, j'ai été seul avec mes valises. Et ça n'a pas été facile. Je suis revenu au Havre, 2 ans après, j'ai vu des chefs d'entreprise qui étaient déjà installés et qui m'ont dit, si on l'avait su, on t'aurait aidé. Et donc c'est ça le métier des clubs, c'est que les gens puissent chasser en meute, s'entraider, etc. C'est ça le métier des chambres, que grâce à nous, les gens... Pratiquement parlant, une entreprise qui veut faire appel, elle fait comment, quoi? Elle s'adresse à sa chambre? Il y a un numéro de téléphone, parce que nous, le rôle de guichet unique, les autres maisons d'exportation, c'est quoi? Il y a un numéro on les connaît en général, les entreprises, mais ceci dit, elles nous appellent, il y a des numéros de téléphone, et à ce moment-là, on les met en contact avec l'équipe de France de l'export. Je prends 3 îles qui a été interrogées, on les a contactés parce qu'on pensait qu'ils étaient intéressés par la Tchécoslovaquie ou par la Turquie. On leur a présenté un expert turc de Turquie. Après, on les a présentés au guichet de l'export, au guichet unique, c'est-à-dire à UBI, etc. On a organisé une réunion COFAS. Vous avez fait du coaching, quoi? Oui, on a une réunion de COFAS chez eux pour voir. On leur a présenté une mission UBI qui était en Roumanie, qui était d'abord en Tchécoslovaquie. Ils y ont été. Et on leur représente encore une autre mission UBI qui est en Roumanie. Et ils vont y aller, quoi. Donc voilà, c'est ça nos métiers. Voyez. On est au milieu on les connaît. Ils ont confiance en nous. Pourquoi ils ont confiance? Parce que nous-mêmes élus, on est chefs d'entreprise. On sait on est passé par là. Donc on sait ce qu'ils ressentent, on connaît leurs besoins. Guichet unique, les chambres de commerce, porte d'entrée, en fait. Oui. C'est une clé absolue, c'est le point d'entrée. Il faut savoir que notre problème en France, c'est que nous avons 91 000 entreprises à l'export françaises, quand les Allemands en ont 400 000 et les Italiens 200 000. Donc le delta, le déficit commercial de la France, c'est un déficit d'offres. C'est tout. Donc notre problème, c'est de faire gonfler le nombre d'entreprises capables d'exporter. Il y a énormément de talent dans notre pays, énormément d'innovation, énormément de capacité de créativité. À nous de les mettre en valeur, de les aider. Et donc cette idée de guichet unique, c'est tout simple. Vous êtes patron d'une petite entreprise avec une idée, quelque chose à vendre d'intéressant. Vous allez trouver au même endroit, à proximité de chez vous et pas à Paris, les gens qui vont vous aider à monter votre produit. On aura des équipes du Bifrance qui vont accompagner et peut-être parfois financer le voyage quand il s'agit d'un tout premier, d'un primo-exportateur. On va avoir des gens qui sont capables d'aider l'entreprise à consolider son innovation, c'est le rôle des chambres, à les faire entrer dans des programmes régionaux. La région, au terme de la loi, a une responsabilité éminente en matière de développement économique. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est mettre tout le monde en ligne. Une équipe, région par région, un numéro de téléphone, la totalité des informations à la disposition des entreprises. C'est en train de commencer à avoir des résultats, puisque l'an dernier, on a eu 3% d'entreprises en plus à l'export et 10% de primo-exportateurs en plus en une année. Donc ce dispositif commence à payer. Je suis convaincu que
Si nous cessons cette mentalité de Gaulois, les uns totalement dispersés, et que nous inspirons de ce que font les Italiens, qui ont beaucoup de toutes petites entreprises italiennes, mais ils ont l'habitude de travailler en équipe. Les Allemands, n'en parlons pas. Les Coréens, les Japonais, tout le monde fait ça. Il est temps que les entreprises françaises apprennent cette culture, et je suis convaincu qu'on va y arriver. Il faut simplement que les mécanismes soient adaptés, et puis derrière, il y a naturellement les questions de compétitivité, mais on y viendra tout à l'heure. Mais je veux dire, au niveau de la force de vente, l'accompagnement est en train de se mettre en place. Je passe beaucoup de temps, non seulement à l'international, mais aussi dans chacune de nos régions, à faire cette pédagogie. Et je suis très heureux de voir que c'est en train de commencer à prendre. Alors pour réussir aussi à l'étranger, à l'export, il faut quand même de la persévérance. C'est l'exemple qu'on va voir avec la société Moviken. Passer à l'acte, ça commence par des dépenses. Donc, ce sont des salons auxquels on va participer ou auxquels on pourra peut-être pas participer parce que cela implique beaucoup. C'est dans notre métier, c'est du lobbying, et souvent du lobbying de longue haleine. Je dois dire que par rapport à ces dépenses, effectivement, les dispositifs qui sont en place, ce sont des dispositifs particulièrement pertinents parce que sans ces dispositifs, effectivement, je pense que nombre de PME ne prendraient pas les décisions pourtant nécessaires en la matière, en termes de présence sur le terrain, parce que tout cela coûte. Donc ces dispositifs, quelque part, nous permettent d'anticiper le retour. Ils sont très importants. Le dernier dossier que nous avons mis en place, qui est en l'occurrence un plan pour l'export, nous l'avons négocié simultanément avec Ubifrance et Oseo, et dans une démarche parfaitement coordonnée entre les deux organismes. Moviken existe depuis fin 2002. Je pense que depuis cette période, on a effectivement bien progressé dans les différents dispositifs qui ont été mis en place. Oui. Voilà, donc François David, là on a vu la persévérance, c'est important, l'export ça coûte cher. Vous êtes le président de la COFAS et vous gérez un dispositif qui est peut-être le dispositif le plus ancien de soutien à l'exportation, qui n'est pas exactement une aide d'ailleurs, qui est une avance remboursable, comment on appelle ça? L'assurance prospection. Oui. L'assurance prospection, je crois, aujourd'hui, est de plus en plus appréciée par les exportateurs pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un goût à l'export de plus en plus affirmé. 2500 personnes présentes aujourd'hui de PME qui voient que la situation économique de la zone euro est un peu atone, donc il faut aller chercher les marchés ailleurs, donc un besoin d'export. Mais il y a par ailleurs des incertitudes. Les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer dans les pays arabes. Je crois qu'il y a un thème là-dessus tout à l'heure. Les États-Unis, est-ce qu'ils sont en récession? La Chine décroît peut-être. Donc il y a un besoin de prospection pour savoir où sont les marchés et ce qu'on peut faire. Mais en même temps, la prospection coûte très cher. Et donc il faut, comme le disait le ministre tout à l'heure, aider les entreprises qui n'ont pas la force de frappe financière suffisante pour les prospecter. Et c'est ça la fonction de l'assurance prospection, donner un coup de main pour prospecter les marchés étrangers. Le montant moyen pour une entreprise, du financement que vous accordez aux entreprises? Ça peut aller de très très bas, ça peut aller de 5 000 € jusqu'à beaucoup plus. Donc c'est pour les primo-exportateurs, c'est pour tout le monde. Et on a en plus un mécanisme qui sera peut-être développé tout à l'heure, qui fait que ça sera encore plus facile que maintenant. On pourra quasiment cliquer pour l'avoir. Ok. Je crois que vous êtes rassemblés aujourd'hui au sein d'une association, si on peut dire, qu'on va voir dans quelques instants aussi avec Oseo. Jouer collectif, là encore, si j'ai bien compris. Ça, c'est une initiative que j'ai prise au mois de juin, à l'occasion de la visite du président de la République dans la Nièvre. On s'est aperçu, là encore, qu'on avait des offres tout à fait disparates entre COFAS, Oseo, Ubifrance pour aider nos entreprises à l'export, et que bien souvent les entreprises ne s'y retrouvaient pas. Donc j'ai demandé à ce que nos trois principaux acteurs dans ce domaine, à savoir
COFAS, représenté par M. David ici présent, Ubifrance, Christophe Lecourtier, M. Drouin d'Oseo, qui est devenu la banque des PME. Et là encore, c'est un travail qui a été fait par ce gouvernement, que tout ça travaille ensemble et qu'on offre une boîte à outils export pour nos entreprises. Ça commence à fonctionner, je crois, très correctement. Je pense que vous avez pu le vérifier sur le terrain. Alors Alain Rinck, vous êtes le directeur de l'International d'Oseo. Alors Moviken tout à l'heure parlait de l'un de vos produits dans la vidéo qu'on vient de voir, le prêt pour l'export. Alors peut-être un petit commentaire sur l'action menée. Comment fonctionne cette boîte à outils ? Alors, c'est vrai, à l'initiative de Monsieur le Ministre, nous avons créé cette boîte à outils, ces clés de l'export. Vous pouvez voir, parce que ça a été affiché à l'écran, que nous sommes partis des besoins de l'entreprise et nous avons affiché les solutions des 3 établissements en face. Donc c'est d'une très grande lisibilité pour l'entrepreneur qui trouvait beaucoup de confusion, il est vrai, c'est exact, dans l'ensemble de l'offre. Mais je vais reprendre 2-3 termes que vous avez employés qui m'ont beaucoup plu, Monsieur le Ministre. C'est d'abord le monde réel. Chez Oseo, vous le savez, et en partenariat avec la COFAS et nos amis du Bifrance, nous sommes sur le terrain, nous sommes 500 chargés d'affaires au quotidien. On voit près de 40 000 entreprises en face à face. À nous de leur instiller l'envie d'exporter, l'envie d'aller à l'international. Vous l'avez dit aussi, il y a des champions dans chacun d'entre eux. Un objet fabriqué ici peut se vendre n'importe où sur la planète. Il faut trouver le bon endroit, mais ça, Ubi nous y les aide beaucoup. Vous avez parlé d'innovation. Innovation et international, ça va évidemment ensemble. Et la caractéristique majeure de l'innovation et de l'international en termes de financement, c'est que c'est du financement de l'immatériel. On ne finance pas une usine, on ne finance pas une machine, on finance des embauches, on finance des besoins de prospection, vous l'avez dit, Président. On finance le remplacement d'une prise de courant française par une prise de courant chinoise. Tout ça, c'est de l'immatériel. Les banques n'aiment pas financer ça. On a développé toute une gamme d'outils que nous proposons ensemble et nous sommes allés un peu plus loin encore que vos préconisations, puisque je vais vous le dire. Dans un de nos produits, le prêt pour l'export qui a été évoqué, on a mis de l'Ubifrance Inside, c'est-à-dire que pour chaque prêt que nous allons verser à une entreprise, chaque prêt pour l'export, il y aura un bon de 1 000 € pour une prestation Ubifrance pour aider les entreprises à être accompagnées à l'international. Donc ce n'est pas que du financement, c'est aussi du financement plus de l'accompagnement et je pense qu'on pourra aller encore plus loin que la COFAS. J'ai des idées à développer dans ce domaine-là. Alors 4e exemple d'entreprise exportatrice, c'est l'entreprise Caplin, qui fait l'équipement de boulangerie en région parisienne. Ubifrance nous a beaucoup aidés, notamment par le biais de Pavillon France en Asie et en Inde par le biais de missions de prospection en fait en individuel où ils avaient pris pour nous les rendez-vous et ça a très très bien fonctionné. On fait beaucoup de salons, ce qui permet de concentrer sur un laps de temps assez court. De voir le maximum de personnes. Quand on participe à des salons sur des pavillons France, il y a quand même des tarifs qui sont un peu préférentiels. Et par contre, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que c'est quand même important, c'est qu'il y a une logistique toujours avec Ubifrance quand on fait ce genre de choses qui est irréprochable. C'est pas facile quand on part à l'autre bout du monde. Nous, en plus, nous sommes une entreprise que de femmes, avec des machines qui sont pas très féminines. Quand on part à 2 faire un salon et qu'il faut se bouger les machines, c'est quand même important de savoir que derrière, ça va suivre. Le transport, la manutention, etc. On peut passer par Ubifrance pour faire de la pub dans les journaux. Ça, c'est quand même bien avant de préparer des salons. C'est pas très connu. Je suis sûre qu'ils proposent plein de services que tout le monde ne connaît pas forcément. On rencontre des gens qui sont à la fois des gens français, donc on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, mais qui maîtrisent le pays comme nous, on ne peut pas le maîtriser puisqu'on ne vit pas là-bas alors qu'eux vivent là-bas. Et qui ont énormément de choses à nous apporter, mais toujours avec leur vision française et leur vision de business français. Et ça, c'est une chose assez unique, je pense. Alors Christophe Lecourtier, on voit qu'Ubifrance est apprécié, en tout cas par l'entreprise Caplin. Mais quand on ne vous connaît pas, quand une entreprise arrive chez vous, comment vous l'accompagnez ? D'abord, je pense que le ministre l'a dit, c'est une histoire qui mérite d'être rappelée. Jusqu'en 2008, il n'y avait pas de politique en faveur de cet enjeu pourtant crucial qu'est l'internationalisation des PME françaises, d'où les résultats que le ministre rappelait. Alors, le gouvernement, d'une part, a remédié à ça en créant une agence qui est exclusivement dédiée aux PME et aux ETI,
hein, d'une part. Et ensuite, on est tout de suite monté en ligne parce que c'était la crise et elle a entraîné un surcroît fantastique de demandes de prospection internationale pour les raisons que rappelait Vianney de Chalus. Alors, qu'est-ce qu'on met à la disposition des entreprises? Voilà. On met d'abord une force de vente de 1000 collaborateurs à l'étranger dans 56 pays. C'est quand même quelque chose qui est considérable pour faire rencontrer, c'est ce que disait la dame, aux entreprises les bonnes personnes avec les bons conseils. Ça paraît simple, mais c'est déterminant pour réussir. Deuxièmement, on répond massivement à cette demande. On a monté 75 000 missions d'entreprise depuis 2008. C'est l'équivalent de ce qu'on avait fait pendant toute la décennie d'avant. Troisièmement, on organise chaque année, pour être à peu près partout sur les marchés, comme disait le ministre, là où est la demande, parce qu'il y a une demande considérable qui s'adresse à la France, 800 opérations collectives, 800 salons, 800 rencontres, sans préjudice de l'accompagnement individuel qu'on peut faire. Et tout ça, évidemment, ça a créé beaucoup d'opportunités. Ça a probablement suscité beaucoup de résultats. On pense effectivement que 25-30% de nos clients aujourd'hui connaissent un développement favorable de leur business avec nous. Alors justement, le ministre vous a assigné une nouvelle mission, c'est de leur faire du chiffre d'affaires. Vous avez un objectif chiffré. Voilà. Comment vous allez faire? D'abord, on est très fiers de la mission que le ministre nous confie, parce que justement, sur le socle de ce qu'on a fait depuis 3 ans, on avait envie de construire un nouvel étage. Donc ça tombe bien. Mais aujourd'hui, enfin il y a un mois, monsieur le ministre, avec vous, parce qu'on a signé cet engagement entre l'État et l'agence, on a pris un engagement qu'aucune agence export n'a jamais pris au monde. C'est-à-dire un engagement de résultat. On passe d'une logique de moyens, il faut déjà le faire, à une logique de résultat. Maintenant, monsieur le ministre, une entreprise sur 3 qui s'adressera à Ubifrance, sur les 20 000 missions qu'on fait par an, nous nous engageons à tout faire pour qu'elle connaisse un résultat effectif sur ses comptes, sur son emploi, sur son business. Je voudrais dire ici aux chefs d'entreprise qui sont autour que ce qui est en train de se passer est quand même assez remarquable. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'Ubifrance, il y avait la DRE, la Direction des relations économiques extérieures du ministère des Finances. Donc on avait une direction d'administration centrale avec des postes d'expansion économique. Ce qui a été fait ces quelques dernières années, c'est de créer une force de frappe commerciale avec des commerçants qui ont un contrat de droit privé et qui font une mission de service auprès des entreprises. Et c'est très remarquable. Et on a là un millier de personnes à l'international, on en a en région. Il y a aussi ceux qui gèrent, c'est la deuxième remarque que je voulais faire sur Ubifrance, un service extrêmement important pour les PME qui sont les VIE. Alors les VIE, c'est les volontaires export, les jeunes, c'est l'avatar, le dernier avatar de l'ancien service militaire. Nous avons aujourd'hui 6500 jeunes à travers le monde qui sont la force de vente de PME qui autrement ne pourraient pas se payer de commerciaux. Ces VIE sont gérés par Ubifrance. 80% de ces jeunes, à la sortie de leur stage de 2 ans, ont un emploi à l'international. Et ça deviendra les ambassadeurs de l'économie française demain. Mon objectif, c'est de passer à 15 000 jeunes à l'étranger, à ouvrir non seulement aux diplômés d'écoles de commerce, mais aussi aux gens qui font de l'apprentissage et qui sont des techniciens. Et simplement, ce qu'il nous faut, c'est la contribution des régions. Ce qu'il nous faut aussi, c'est des entreprises qui font le portage de ces jeunes. Beaucoup de ces jeunes sont portés par des grandes entreprises au service de PME. Et là, on voit bien une équipe de France. Vous allez à l'autre bout du monde et vous allez voir telle grande entreprise qui va prendre plusieurs jeunes dans ses bureaux au service de telle ou telle PME dans la même ville. C'est comme ça qu'on va avancer. Et encore une fois, avec Oseo, qui est la banque de nos PME, et qui participe à la construction d'une offre innovante française, Ubifrance qui accompagne nos boîtes à l'international, Coface qui garantit un certain nombre de produits financiers, on a là des outils qui ne sont pas parfaits, mais qui sont en train d'aller dans la bonne direction et qui devraient nous permettre à terme de combler le handicap de l'offre française, parce que c'est d'abord un problème d'offre. Et Lucif qui peut-être aussi peut héberger vos VIE, puisque Dominique Brunin, juste ici présent, donc vous êtes directeur général de Lucif, c'est-à-dire l'Union des chambres françaises à l'étranger. Alors vous avez été un peu un pionnier, parce qu'en fait vous étiez à Casablanca il n'y a pas très longtemps, et en fait le ministre parlait tout à l'heure de délégation de service public, vous avez été le premier à avoir une délégation de service public au Maroc, sur lequel vous étiez et Ubifrance
Et Chambre française de commerce à l'étranger, et quasiment aussi Chambre de commerce et d'industrie de France, puisque la Chambre de commerce française et d'industrie du Maroc, en 2006, a été effectivement la première chambre française à l'étranger à bénéficier de cette délégation de service public. Et l'étroitesse, la relation, l'intensité de la relation entre la Chambre française du Maroc et le réseau des CCI de France, qui a d'ailleurs aujourd'hui, et qui est manifestée par la création de notre continuité consulaire avec l'association CCI Internationale, dont je suis également le délégué général, cette intensité de la relation entre le réseau consulaire en France, cette intensité de la relation avec le réseau consulaire à l'étranger et avec UbiFrance permet là aussi à l'étranger de jouer véritablement collectif, de jouer l'équipe de France. Vous allez postuler où alors donc, sur cette, et vous voulez en prendre combien? Parce que là, il y en a combien? 56? Non, c'est ça? 60? Voilà, 56. Donc il y en a encore 50. 56 et on ne peut pas prendre la planète entière pour des raisons budgétaires. Et donc c'est très bien que l'on puisse compter sur le réseau consulaire en travaillant vraiment en équipe, et c'est un gage de confiance. Que l'État se tourne vers le monde de l'entreprise pour dire « Ok, vous allez nous aider à représenter notre monde des affaires à l'international ». C'est une responsabilité importante. Donc le choix pour les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger de se positionner et de répondre à cet appel à service, en quelque sorte, est un choix qui est, comme je disais, une responsabilité, un choix engageant. Nous le ferons partout où les chambres souhaiteront le faire. Nous avons aujourd'hui 7 réponses en cours à l'appel à proposition, manifestation d'intérêt et ensuite appel d'offres qui a été lancé par UbiFrance. Nous répondons dans ces 7 pays. Nous répondrons partout où il y aura de l'espace pour jouer cette complémentarité entre le réseau des CCI françaises à l'étranger et UbiFrance. La complémentarité, elle est où exactement? C'est quoi? C'est la même chose? Il y a une différence? La complémentarité dans les pays où UbiFrance n'est pas, c'est clairement que les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger puissent récupérer, assurer, agir pour le compte d'UbiFrance, pour le compte des chambres de commerce et d'industrie de France, tout simplement pour le compte des entreprises qui ont des besoins d'exportation, avec des complémentarités également de métiers, puisqu'on peut aller jusqu'à l'implantation dans le cadre d'un certain nombre de pays. Je voudrais juste dire un petit mot, parce que vous l'avez vu, et ça sera annoncé avant la fin de l'année, les premiers pays sur lesquels ces DSP vont être attribués, ce ne sont pas nécessairement les pays sur lesquels la France est la plus présente, sur lesquels les entreprises ne sont pas nécessairement les plus actifs. Ce sont des pays qui sont parfois difficiles, ce sont des pays qui ne figurent pas spontanément dans le radar du chef d'entreprise, mais je tiens à dire que ce sont systématiquement des pays pour lesquels un intérêt stratégique ou un intérêt d'avenir est clairement à portée de la main pour les entreprises. Alors un moyen supplémentaire pour les entreprises, les petites entreprises qui veulent aller sur les marchés à l'exportation, c'est aussi de se faire accompagner par un grand groupe. C'est ce qu'on va voir avec l'entreprise Aria. Réussir à grandir à l'export, il y a un prix d'entrée ahurissant. Vous n'allez pas vous mettre avec un bureau au Mexique, au centre de Mexico, sans un certain nombre de personnes. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes légaux, il y a toutes sortes de choses. Donc, mettre le pied dans l'eau pour savoir si elle est bonne, ça vous coûte déjà un ingénieur rang. Le fait d'être accompagné par un groupe de la taille et de la qualité de GDF Suez, c'est énorme parce qu'on a une seule question à se poser, trouver le bon candidat. Tout le reste, c'est simple. Il n'y a aucun problème d'intendance. Quelque part, le VIE qui est nommé dans le cadre de Pacte PME peut prendre rendez-vous avec des clients une semaine après avoir atterri à Mexico. Le Pacte PME nous a apporté cette dimension-là. Donc on a fait une opération où on a installé une personne d'abord dans un cadre cofinancé pendant 1 an, qui est maintenant devenu salarié à plein temps d'Aria, qui est toujours hébergé par De Grémont, donc filiale de GDF Suez à Mexico. Et on expose à Green Expo à Mexico dans les jours qui viennent. On a un carnet de rendez-vous tout à fait impressionnant, donc c'est en train de marcher. De temps en temps, on sert aussi de poisson pilote aux grands groupes. En étant sur le marché, on voit des trucs passer. Il faut leur envoyer l'ascenseur dès qu'on peut, quoi.
faut apprendre à se battre ensemble. On est dans une économie mondialisée où, voilà, il faut éviter de perdre des plumes parce qu'on n'y va pas suffisamment unis. Deux notions, Monsieur le ministre, dans cette vidéo. C'est à la fois, on peut dire que les grands groupes, c'est quand même aussi un peu un modèle français. 70% des exportations françaises sont faites par les grands groupes. Et la notion aussi de jouet collectif dont on parlait tout à l'heure. Bon, alors, quelle est votre action et comment voulez-vous renforcer peut-être cette action? Alors là, c'est très compliqué parce que c'est à la fois indispensable et en même temps, on n'est pas l'Union soviétique. Donc on ne va pas le faire par la contrainte. Je ne vais pas le faire par le décret ou la loi. Et en plus, il y a des législations et OMC et européenne qui est très pointilleuse sur le fait d'éviter toutes sortes de choses qui pourraient être du favoritisme ou une distorsion de concurrence. La vérité, et là je suis quand même dans le monde réel, c'est que quand on va sur les marchés à l'export, j'ai face à moi des équipes allemandes, coréennes, japonaises, russes, en général, un ou deux grands groupes, leurs sous-traitants, leur écosystème de PME. En France, disons que ce n'est pas toujours le cas, y compris dans des entreprises nationales. On a parfois l'impression que les PME sont les laissés pour compte de l'aventure à l'export, et donc il faut qu'on arrive à changer cette culture. On a donc fabriqué quelque chose, d'abord avec Henri Lachmann et aujourd'hui avec Fabrice Brégier, DADS, on a fabriqué quelque chose qu'on appelle Pacte Export, qui est l'engagement du CAC 40, des signataires du CAC 40, d'aider, et je pèse mes mots, à prix et à qualité comparables, de faire entrer leurs sous-traitants, de faire un peu de patriotisme économique, c'est pas un gros mot, en tout cas il est pratiqué par nos concurrents. Aujourd'hui j'ai 12 grands groupes signataires qui vont donc consulter leurs sous-traitants français, les amener avec eux. Tout à l'heure, Gérard Mestralet viendra au nom de GDF Suez être le 13e homme de cette équipe, mais vous voyez qu'il y a de la marge de progression. Petit à petit, nous avançons et nous sommes en train, partout où c'est possible, d'inventer des politiques de filière. Je vous donne un exemple. En matière de nucléaire en Chine, grâce à EDF, on a un réseau de 65 PME qui gagnent très bien leur vie sur le programme nucléaire chinois, pas seulement sur les centrales exportées de France, mais aussi sur les centrales en Chine. Ça, c'est une filière montée de toutes pièces autour du travail d'EDF. On est en train de faire la même chose, je le disais tout à l'heure, en Libye. J'ai monté avec d'autres grands groupes une filière sur les opérations de l'ONU. Vous savez que la France intervient beaucoup dans le cadre de l'ONU. On a créé quelque chose qui s'appelle GlobalX et qui permet de réunir tous les services qu'on peut donner dans une intervention humanitaire ou militaire à l'étranger. C'est un business très important et qu'on commence à faire fonctionner. En matière de sport, il faut savoir qu'il y a des enjeux tout à fait importants. Le Qatar 2022, c'est plus de 100 milliards de dollars de contrats. Je peux vous assurer que les Allemands y travaillent déjà. Donc à nous d'avoir une offre globale sport en filière côté français avec des grands groupes et des PME. Et nous sommes très bons dans ce domaine, mais assez peu organisés. Filière aussi à Sochi pour les Jeux Olympiques. Filière enfin dans l'agroalimentaire où il y a énormément de progrès à faire dans l'amélioration de notre offre sur un certain nombre de marchés. En un mot, on sait vendre par exemple les vins icônes des Côtes de Beaune ou les Grands Bordeaux. On ne sait pas vendre les entrées de gamme où là les Italiens, les Espagnols, les Chiliens nous taillent des croupières. Donc des politiques de filière sont absolument indispensables pour rassembler nos PME et décrocher nos parts de marché parce que, encore une fois, la demande de produits français existe. À nous de nous organiser. Alors on arrive à la conclusion de ce débat. Vous allez peut-être pouvoir nous présenter le portail thématique import-export. Pourquoi avoir voulu créer un nouvel outil sur Internet pour l'import-export? Eh bien, ça c'est vraiment le user-friendly, comme on dit en bon français. On a ici on est une toute petite boîte, on est peut-être même une auto-entreprise, on démarre, on a quelque chose à vendre, on veut savoir comment on fait à l'export, on a là toute la chaîne
des systèmes en place, à disposition, avec tous les numéros de téléphone, tous les gens compétents, tous les systèmes qui vous permettent d'aller à l'export. Je suis en train aussi de travailler sur quelque chose d'encore plus ambitieux, que j'ai emprunté, pour être franc, à ce que les Italiens sont en train de faire. Ils sont en train de faire un catalogue Italie. Nous, on va essayer de faire un catalogue France, avec les produits Made in France, de sorte que la clientèle mondiale aura accès à la totalité de nos productions. Donc d'un côté nos producteurs, de l'autre côté nos produits. Nous sommes en train de travailler très activement. Vous allez carrément avoir un site internet pour vendre les entreprises françaises à l'exportation. On vend les entreprises, on vend les produits français, on permet à nos entreprises très rapidement de devenir opérationnelles à l'international. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Ce sont des choses très simples et qui d'ailleurs ne sont pas très originales, parce que moi je vais prendre là où ça fonctionne. Et tout autour de nous, il y a des gens qui réussissent. C'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais au départ, partir de l'idée que la mondialisation est une punition pour la France et que nous sommes condamnés à rien d'autre qu'à fermer nos frontières est une tragédie. À côté de nous, mesdames et messieurs, il y a d'autres Européens qui fonctionnent avec les mêmes contraintes, avec la même zone euro, avec les mêmes règles de l'OMC et de l'Union européenne, et qui, eux, ont des balances excédentaires à hauteur de 150 milliards d'euros. Ça, c'est l'Allemagne, mais c'est vrai aussi pour la Hollande, pour la Finlande, pour l'Autriche, pour la Belgique, sans parler de différents autres pays européens. Donc je dis, l'international, c'est possible, le succès de la France, c'est possible, et la mondialisation ne doit pas être vécue comme une punition, c'est une chance pour l'emploi, à condition de nous y préparer. C'est ce que nous essayons de faire. Le portail est très pratique, là on le voit en même temps à l'écran, là vous le verrez parce que vous avez des bornes sur le salon et sur chacun des partenaires du commerce extérieur. Vous avez le programme France Export qui a été mis au sein du portail et donc vous pouvez le consulter là tout autour avec des bornes qui vous permettront de voir ce qu'il y a effectivement à l'intérieur de ce portail. On peut aussi, je crois qu'il y a un blog qui a été créé, Philippe. Oui, il y a un blog également et aussi un compte Twitter sur Bercy. Le hashtag c'est Assise Export. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à tous.